Bonsoir à tous, bienvenue dans Nactu sur NATV. Nactu, l'émission qui décrypte autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, place à une édition 100% politique avec les interventions de vos députés de la région lors de la séance de questions au gouvernement de l'Assemblée nationale. Nactu, édition politique, c'est parti. Et on débute donc avec les interventions de vos députés du côté de l'Assemblée nationale à Paris avec la traditionnelle séance de questions au gouvernement. Pas mal d'interventions, notamment celle du député de la 3e circonscription de la Charente-Maritime, Jean-Philippe Ardouin. Ce dernier qui a interpellé le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, sur l'état du réseau ferroviaire en Charente-Maritime. On écoute tout de suite cet échange entre Christophe Béchu et Jean-Philippe Ardouin. Monsieur le ministre, chaque jour, des milliers de nos concitoyens empruntent les transports ferroviaires pour aller travailler, se soigner, étudier ou pour le tourisme. Dans certains territoires, le train est le dernier transport en commun existant. Il est aussi le principal facteur d'attractivité de la ruralité pour attirer des habitants des grandes villes afin qu'ils exercent leur profession dans ces régions et inversement. Sur ma circonscription de Sainte-Saint-Jean-d'Angély, beaucoup de communes ont besoin d'être reliées le plus rapidement possible à la capitale régionale Bordeaux. Il est indispensable que ce trajet Sainte-Bordeaux dure moins d'1 heure afin de faciliter notamment la mobilité professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Je ne cesse de l'entendre localement, continuer d'investir massivement dans le ferroviaire, c'est commencer à régler tous les autres enjeux des territoires ruraux. Depuis 2017, le gouvernement et notre majorité ont investi massivement dans le développement des lignes ferroviaires régionales, trop longtemps délaissées au profit des grands projets TGV. En Saintonge, toute l'étoile ferroviaire synthèse a enfin fait l'objet de rénovation, d'électrification et de sécurisation des voies. Au total, ce sont ainsi 110 millions d'euros qui ont été investis. Ces travaux ont eu pour effet immédiat l'accélération de la vitesse de circulation, revenant à 110 km/h sur des tronçons qui étaient auparavant traversés à 60, voire 40 km/h. Cependant, ces investissements nécessaires et salutaires doivent être poursuivis pour continuer à moderniser le réseau, pour que le train s'impose comme le premier mode de transport entre nos départements, pour verdir la mobilité régionale, pour que la hausse de la fréquentation de Bordeaux qui résulte de la nouvelle ligne Atlantique TGV bénéficie aussi à la Charente-Maritime. Monsieur le ministre, quelle stratégie d'investissement portez-vous au niveau national au cours des prochaines années pour amplifier la modernisation du réseau ferroviaire dans nos territoires et singulièrement pour les conditions de desserte de la Saintonge? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Ardouin, mesdames et messieurs les députés, merci pour votre question. Merci aussi d'avoir rappelé l'engagement de l'État, l'engagement important dans la remise à niveau de notre réseau ferroviaire. Et pourtant, nous en avons encore beaucoup à faire. Le contrat de performance 2021-2030 entre l'État et SNCF Réseau prévoit d'abord un niveau d'investissement inédit sur le niveau de régénération. Regardez les lignes qu'on peut améliorer, se préoccuper de la vitesse commerciale, c'est évidemment une nécessité. Le premier enjeu, c'est qu'on ait un réseau qui soit en bon état et c'est la raison pour laquelle c'est désormais 2,9 milliards d'euros qui sont consacrés à la régénération. Ce chiffre, il était de 2,1 il y a seulement 10 ans. Par ailleurs, nous avons à intensifier nos investissements dans le ferroviaire et notre offre ferroviaire dans la perspective de la transition écologique, avec la nécessité de décarboner nos déplacements et de faire en sorte de pouvoir massifier ces transports. Nous attendons, en ce sens, la remise officielle du rapport du comité d'orientation des infrastructures qui nous servira de base pour actualiser la programmation financière des investissements et en particulier des investissements ferroviaires. Ce rapport, construit avec les élus locaux, à l'issue d'un tour de France à la fois des conseils régionaux et des préfets, permet de déterminer tous les enjeux et tous les sujets qui nécessiteront des investissements complémentaires, en particulier autour du ferroviaire, avec la question de la régénération et la question des lignes nouvelles. Dès la remise de ce rapport,
nous aurons l'occasion d'entrer dans les réponses à lui fournir, y compris parce que, au deuxième trimestre, l'enjeu, ce sera de commencer à discuter des contrats de plan État-région. Et dans le cadre de ces contrats de plan État-région, vous savez, la part importante des sujets de mobilité. Sans attendre les conclusions du COI, sans attendre la présentation des moyens budgétaires que nous aurons à y consacrer dans le cadre de la planification écologique, l'année 2023 a déjà vu un complément de 100 millions d'euros de crédits au titre de l'Agence de financement des infrastructures de transport pour accompagner cet effort. Si je zoome sur la Charente-Maritime, vous le savez, certaines opérations ferroviaires, vous en avez cité, ne sont pas seulement identifiées par le député que vous êtes, mais par les acteurs locaux, et précisément ont vocation à faire l'objet de négociations dans le cadre du contrat de plan État-région entre la région Aquitaine et l'État pour déterminer les niveaux d'engagement des uns et des autres. Une des priorités, l'une des premières priorités même, pourrais-je dire, sera notamment la poursuite de la régénération de la ligne Niort-Saintes, qui est déjà prévue dans le cadre du protocole d'accord entre l'État et la région Nouvelle-Aquitaine sur l'avenir des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire dont vous signalez à juste titre qu'elles ont fait l'objet d'investissements importants ces dernières années. Plus largement, y compris au travers des RER métropolitains, la capacité à financer des moyens ferroviaires complémentaires en direction de Bordeaux et autour sont aussi au cœur de nos préoccupations et devront s'inscrire dans ce schéma de négociation qui sera doté de moyens nouveaux. Merci, Monsieur Ardouam, pour 10 secondes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je vous remercie pour votre réponse. Je suivrai, attention, la modernisation et le développement du réseau ferroviaire en Charente-Maritime, car j'en suis persuadé, nous avons tout à y gagner. Merci. Autre député du département de la Charente-Maritime à être intervenu lors de la séance de questions au gouvernement, c'est Olivier Falorni qui a pris la parole et qui a posé une question à la ministre de la Culture à propos du pont de Tadon à La Rochelle, un édifice emblématique de la cité maritime. Ce n'est pas la ministre de la Culture qui a répondu à Olivier Falorni. Cette dernière était représentée par Geneviève Dariussec. Madame la ministre, il y a à La Rochelle un ouvrage remarquable, présentant un caractère patrimonial certain, qui tombe aujourd'hui en ruine. Il s'agit du pont de Tadon, pour lequel je vous avais déjà saisi l'été dernier. Ce pont, plus que centenaire, construit en 1912 par les frères Boyer, ouvrage emblématique de notre cité maritime, relie 2 quartiers rochelais en enjambant les rails de la gare SNCF qui se trouvent à proximité. Ce pont se délite de jour en jour, du fait d'un imbroglio juridico-administratif par lequel la SNCF et la mairie de La Rochelle se rejettent la charge de son entretien, allant même jusqu'au Conseil d'État. Mais pour l'heure, ce sont les usagers du pont qui peuvent voir chaque jour, hélas, les affres du temps et les blocs de béton se détacher de l'infrastructure. Je prends le train toutes les semaines et quand je me gare en dessous de ce pont, je vois quoi? Des filets tendus partout le long et en dessous pour empêcher que des morceaux ne tombent sur les gens. Alors même qu'aucun travaux ne sont entrepris, il est en plus envisagé de faire passer sous ce pont une nouvelle voie de circulation. Alors que le dossier est enlisé, faute de réelle volonté de trouver une solution, et que le temps passe, suscitant l'irritation légitime des Rochelais et des comités de quartier mobilisés sur le sujet, vous pourrez, Madame la Ministre, en entreprenant la démarche d'inscription au titre des monuments historiques, de participer à la sauvegarde de cet élément emblématique de notre ville. Par cette démarche, l'État pourrait mettre ainsi le propriétaire défaillant en demeure de réaliser les travaux devenus indispensables pour assurer la conservation du pont. Nous ne sommes pas encore dans une situation où le péril serait tel qu'il en deviendrait dangereux et menacerait le pont de s'écrouler. Mais il y a des exemples forts, comme le pont de Gênes,
qui ont montré qu'il fallait être extrêmement vigilant sur ce type d'ouvrage. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, ce pont est dans un état de vétusté préoccupant, il se dégrade à vue d'œil. Alors Madame la Ministre, comme beaucoup de Rochelais, je ne me résous pas à voir disparaître le pont de Tadon. C'est pourquoi je compte sur vous, comme j'ai pu compter sur votre prédécesseur, afin que ce dossier connaisse la même fin heureuse que celui de l'inscription de la salle historique du cinéma l'Olympia, pour lequel j'avais entrepris des démarches similaires. Il en va, Madame le Ministre, de notre patrimoine, mais aussi de notre sécurité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Olivier Falorni. Alors, c'est la ministre de la Culture, je vous prie de l'excuser, elle ne peut pas être présente aujourd'hui, mais elle m'a chargée de vous répondre sur ce sujet que vous soulevez, la protection au titre des monuments historiques du pont de Tadon, situé donc à proximité de la gare de La Rochelle. Et je sais que, et vous l'avez démontré dans votre question, que vous êtes particulièrement mobilisé et attaché à cet ouvrage patrimonial. Et vous avez d'ailleurs saisi Madame Bachelot, ministre de la Culture, déjà il y a quelques mois sur ce sujet. La demande de protection au titre des monuments historiques de cet édifice est bien en cours d'instruction par les services déconcentrés du ministère de la Culture, en l'occurrence la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Les équipes de la DRAC se sont rendues sur place il y a quelques semaines et ont pu rencontrer les associations qui sont mobilisées sur le terrain pour cette protection. Toute demande de protection suit une procédure bien définie, je pense que vous le savez, et en l'espèce, la délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture a émis lors de sa séance du 13 octobre 2022 un avis favorable à la poursuite de l'instruction du dossier de protection de ce pont en vue de la présentation à la formation plénière de cette Commission régionale du patrimoine et de l'architecture. La DRAC doit désormais recueillir la position du propriétaire du pont de Tadon pour permettre d'avancer dans cette procédure de protection. Le ministère de la Culture et ses équipes suivent attentivement ce dossier, ne manqueront pas de vous tenir informé de l'avancée de cette demande de protection pour laquelle vous êtes très mobilisés. Il convient néanmoins de préciser que la mesure de protection, si elle est en cours, ne permettra pas de résoudre la question de la domanialité de l'ouvrage. Et il conviendra que le propriétaire légitime puisse élaborer un programme de restauration qui pourra être accompagné, bien sûr, scientifiquement et techniquement par les services patrimoniaux de la DRAC Nouvelle-Aquitaine en cas de protection au titre des monuments historiques. Donc je pense que le dossier est en cours. Reste à définir qui est le propriétaire pour pouvoir faire en sorte que les choses soient prises en compte complètement. Olivier Falorni, donc le député de la Charente-Maritime, qui a posé une question relative au pont de Tadon, pont situé à La Rochelle, juste à côté de la gare. Du coup, on a envoyé notre reporter maison Victor Pérez-Boucheron pour faire un petit micro-trottoir et savoir ce que pensent les Rochelais de la situation du pont de Tadon. On écoute ce micro-trottoir signé Victor Pérez-Boucheron. Je suis tadonnais, donc je fais mes courses à La Rochelle régulièrement. Et donc le pont de Tadon, ça fait 20 ans que je le prends régulièrement, matin et soir, plusieurs fois par semaine, par jour je veux dire. Donc je suis habitué au pont de Tadon. Alors il y a une grande histoire parce que le maire actuel de La Rochelle avait fait sa campagne il y a 14 ans pour la réhabilitation du pont. Bon, enfin, la responsabilité passe de la municipalité au département, à la région, à la SNCF et ça tourne en rond comme ça tous les 4 ans. Oui, tout à fait, oui. Et je pense que c'est une bonne chose. On attendait ça avec impatience. Et donc ça va peut-être être fait. Parce que là, c'était vraiment un peu lamentable ce pont. Voilà. Comme la SNCF et puis la ville était en bis-bis. Donc c'est bien que ça ait été repris par les monuments historiques. Bah oui, je pense qu'il a fait du bon travail là.
c'est bien, c'est du positif. Je vais vous dire encore pire, c'est que maintenant, quand il gèle, il y a 20 ans, il était sablé ou salé. Là, quand il gèle, il n'y a plus d'entretien. Les piétons risquent de se casser la figure. Et je ne parle pas des cyclistes. Et il n'y a plus aucune maintenance sur ce pont. Vous voyez les dentelles, bon là c'est pas trop visible, mais sur l'arche du milieu, les poutres qui tiennent les côtés sont complètement en dentelle. On se demande comment elles tiennent encore. C'est une catastrophe. Alors il y a des comités de quartier comme le comité de quartier de Tadon, de la gare, qui voudraient le faire passer en monument historique. Il y a un dossier qui a été déposé pour cela. On attend. Voilà, on attend que ce soit, parce que c'est pareil, comme toutes les administrations, ça prend du temps et de plus en plus. Oui, tous les jours, à vélo, à pied, très peu en voiture, mais plutôt, oui, effectivement, sur les moyens de locomotion douces, en fait. Oui, parfaitement, parce que du coup, nous, on est, comme on l'emprunte, on se dit, il est en désuétude, donc c'est pas normal de laisser un pont comme ça, c'est pas moi, mais en même temps, nous, quand on l'emprunte, on a des difficultés au quotidien, en fait. La circulation qui est quand même assez importante. Alors bien que la voie pour les cyclistes a été un petit peu élargie, il y a le non-respect des véhicules sur celui qui est sur le vélo. Les gerbes d'eau, il y a beaucoup d'eau, quand il pleut énormément, beaucoup d'eau se stagne. Du coup on sent que ça n'a pas été, il n'y a pas de possibilité à l'eau de s'évacuer. Et du coup qu'on soit piéton ou qu'on soit à vélo, on se prend des gerbes d'eau et puis bon alors là on peut pas l'empêcher, mais le vent, enfin là lundi il y a eu beaucoup de vent et on peut difficilement circuler parce que le vent emprunte la voie ferrée et du coup on sent qu'il y a un gros vent qui vient vous bouger en fait de tous les sens, ouais. Oui aussi, oui, il tremble beaucoup, mais même on voit, là on voit la rouille qui s'installe, donc on peut se demander aussi en termes de sécurité, est-ce que c'est sécure, voilà. Tout à fait, c'est un monument important et on le voit sur pas mal d'illustrations ce pont. Et c'est un monument historique pour nous, hein, au même titre que la gare, sauf que celui-là on le prend tous les jours. Hein, c'était le seul lien entre Étré. Bon, après, il faut qu'ils arrêtent de se battre et puis qu'ils partagent les frais et puis qu'ils fassent quelque chose. Parce que là, c'est la sécurité des gens. Et quand les bus passent dessus, on entend les plaques de béton qui font boum boum. Hein, pour ceux qui passent dessous, il y a une route qui passe dessous. Ils avaient mis des filets il y a 5-10 ans et les filets, il n'y en a plus. Mais les morceaux tombent. Voilà. Sur les voies ferrées, sur la route, sur les piétons, voilà quoi. Autre intervention d'un député de la région Nouvelle-Aquitaine ce soir dans l'actu, celle du député de la première circonscription du département de la Corrèze, Francis Dubois, qui lui a posé une question à Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Une question qui a été au sujet de l'unité hospitalière spécialement aménagée au sein du centre hospitalier du pays d'Eygurande. On écoute là encore cet échange. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger ce matin sur le projet de création, sur ma circonscription en Corrèze, d'une unité hospitalière spécialement aménagée, une UHSA, au sein du centre hospitalier du pays d'Eygurande et à destination de patients détenus dont le profil psychiatrique est incompatible avec le maintien sur leur lieu actuel de détention. En juin 2019, la feuille de route du ministère de la Santé sur la santé des personnes placées sous main de justice prévoyait la création de places en UHSA. Une première série d'unités est aujourd'hui en fonction,
mais elle ne répond pas entièrement à la demande croissante des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire. De fait, de nouveaux établissements, comme le centre hospitalier du Pays d'Aigurande, ont déposé leur dossier de candidature afin d'étoffer l'offre. En Corrèze, la future unité serait intégrée au pôle existant de soins intensifs et sécurisés du centre hospitalier du Pays d'Aigurande. Les prises en charge s'exerceraient au sein des 2 services dotés d'équipes dédiées et pluridisciplinaires. Les atouts principaux qui font de ce centre un candidat de choix pour l'ouverture d'une nouvelle UHSA sont son expertise psychiatrique, son habitude à gérer des patients détenus et sa situation géographique centrale, proche de plusieurs centres pénitentiaires, d'Uzerche, Tulle, etc., proche des villes de Brive ou Clermont-Ferrand, pourtant au cœur d'une zone blanche, puisque les unités les plus proches sont à plus de 3 heures de route. Le centre hospitalier du Pays d'Aigurande a ainsi présenté un projet complet et détaillé, tant sur le plan médical que financier ou humain. Tout est prêt pour accueillir cette nouvelle unité. Il manque cependant l'aval des autorités. Ministre de la Santé et ministère de la Justice se renvoient la balle depuis des mois sur ce dossier sans que rien n'avance. Je vous demande aujourd'hui, Monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer où en est le processus de validation des nouvelles candidatures, si des arbitrages ont été faits afin que des décisions soient prochainement prises et un calendrier de démarrage des projets. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, tout d'abord, je vous remercie pour la question. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, m'a transmis de fait sa réponse que je vous porte. Il y a actuellement 9 unités hospitalières spécialement aménagées, accueillant des personnes détenues nécessitant effectivement l'administration de soins psychiatriques en hospitalisation complète ouverte sur le territoire métropolitain. C'est une capacité de 440 places en réalité, mais pour améliorer l'offre de soins et de prise en charge, il est prévu la création de 3 nouvelles unités et l'implantation a été validée en 2022. À ce stade, les régions concernées sont la Normandie, l'Île-de-France et l'Occitanie, qui accueilleront chacun une nouvelle unité permettant d'ouverture de plus de 160 places supplémentaires. La prise en charge sanitaire des personnes détenues et en particulier sur les questions de santé mentale en prison constitue une des priorités du garde des Sceaux. Il me l'a rappelé, en lien bien sûr avec le ministre de la Santé et de la Prévention. Elle fait aussi l'objet d'une feuille de route. Et c'est là où, monsieur le député, ça va vous intéresser, puisque cette feuille de route pluriannuelle, conjointe entre ces ministères, a comme objectif l'amélioration des soins des détenus. Et dans cette nouvelle feuille de route, Santé et Justice 2023-2028, elle est en cours d'élaboration. Et donc, je vous indique, sans préjuger des conclusions du garde des Sceaux et du ministre de la Santé, que les spécificités de votre région et les observations que vous avez formulées ce jour seront évidemment intégrées dans le cadre des travaux actuellement en cours. Je vous remercie, monsieur le député. Place maintenant à l'intervention de la députée de la première circonscription de la Vienne, Lisa Bellucco, qui est également intervenue lors de cette séance de questions au gouvernement et qui s'est adressée au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. Monsieur le ministre, hier, lundi 16 janvier, les habitantes et habitants de Seine-Maritime ont de nouveau connu un accident industriel d'ampleur. Un incendie important s'est déclaré dans une cellule d'un entrepôt où étaient stockées 12 250 batteries ou éléments de batterie au lithium, pour ensuite s'étendre à la cellule voisine de l'entrepôt contenant 70 000 pneus. Un incendie, ça arrive, me direz-vous. Mais alors, qu'est-ce qui cloche dans ce cas précis? Le problème réside dans l'encadrement réglementaire de ce stockage. Le stockage de batteries lithium ne bénéficie pas d'une rubrique spécifique dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ou ICPE. Autrement dit, un entrepôt de stockage de batteries lithium est encadré exactement de la même manière qu'un entrepôt de même volume stockant plus de 500 tonnes de carton. Ici, il s'agit de quelques milliers de batteries lithium stockées dans un entrepôt soumis au régime de l'enregistrement, c'est-à-dire un régime d'autorisation très, voire parfois trop simplifié, sans étude d'impact ni étude de danger complète. Alors, monsieur le ministre, vous et vos collègues n'avez que les termes de réindustrialisation de la France à la bouche. Mais ne croyez-vous pas qu'il faudrait d'abord prendre au sérieux les enjeux de sécurité industrielle, ceux liés à la transition énergétique, pour enfin permettre une réindustrialisation sûre pour l'environnement et les populations? L'agitation législative, c'est bien pour la communication. Mais il faudrait aussi penser à laisser le temps nécessaire à vos services pour rédiger les arrêtés précisant la loi. Alors, pour éviter de nouvelles catastrophes industrielles et mieux encadrer la montée en puissance des nouvelles technologies, quand comptez-vous adapter la réglementation des installations classées aux enjeux d'aujourd'hui?
et là, par exemple, au stockage de batteries. Et d'ailleurs, puisque vous évoquez sans arrêt la réindustrialisation, j'imagine que vous avez prévu une montée en puissance des moyens et des postes dédiés à l'inspection des installations classées, dont le métier est justement d'éviter les accidents industriels. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bellucco. D'abord, j'aimerais vous remercier sincèrement de souhaiter la réussite de la réindustrialisation de notre pays, parce que c'est évidemment un des enjeux essentiels pour réussir une transition écologique qui ne soit pas hypocrite, c'est-à-dire qui ne consiste pas à baisser nos émissions ici pour augmenter notre empreinte loin d'ici. Ensuite, la question de la sécurité industrielle, elle est bien sûr au cœur de nos préoccupations, et vous soulignez à juste titre la nécessité que nous avons à mieux circonscrire les risques et à mieux mesurer la nécessité d'accompagner ces activités économiques. De ce point de vue, nous avons vécu un drame à Lubrizol en septembre 2019, à l'issue duquel 2 trains de mesures ont été pris dans le courant de l'année 2020. En février, puis en septembre. Parmi ceux-là, un durcissement des règles qui s'appliquent aux sites ICPE, y compris à ceux qui font seulement l'objet d'un enregistrement, un renforcement des contrôles et une augmentation des moyens en termes d'inspecteurs. C'est ce que vous appelez de vos voeux. Après 50 créations de postes ces 2 dernières années, 25 créations de postes nouvelles vont avoir lieu. C'est 21% d'augmentation des inspections quand on compare l'année 2022 par rapport à l'année 2018. Et ce chiffre, nous voulons le porter à plus 50%. Dans le même temps, la transparence, puisque tous les rapports sont désormais accessibles depuis le 1er janvier 2022. Dès la survenance d'un accident, la liste des produits qui étaient à l'intérieur des entrepôts est rendue publique en des termes qui sont intelligibles pour le public, pour faire en sorte que précisément, il puisse y avoir une capacité à restaurer la confiance sur ces sujets qui sont cruciaux pour assurer cette politique de réindustrialisation. Donc merci pour votre question et n'ayez aucun doute sur le fait que nous augmentons les moyens, nous durcissons les règles et nous faisons précisément en sorte d'aller dans ce sens-là. La séance de questions au gouvernement qui s'est poursuivie avec un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, un moratoire durant lequel 3 députés de la région Nouvelle-Aquitaine ont pris la parole. Tout d'abord, on écoute le discours du député de la 2e circonscription de la Gironde, Nicolas Thierry. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, chers collègues, face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, la conscience de notre destin écologique commun est impérative et doit ainsi prescrire la ligne de conduite que nous devons adopter. C'est une question morale, mais également une question qui engage la survie de notre espèce, à l'heure où de grands périls nous menacent. Le comprendre et de faire de cette indépassable réalité la boussole de notre action publique, c'est s'apprêter à faire en cascade une série de choix radicaux qui conduisent à la vérité, à changer de modèle. Pour cette raison, le vote de cette proposition de résolution demandant un moratoire sur l'exploitation minière de nos fonds marins est par conséquent crucial pour notre futur à toutes et tous. La résolution que j'ai l'honneur de porter a été signée par 170 députés issus de 9 groupes politiques. Cette diversité est une force, un point d'appui qui démontre la justesse de notre cause. Je remercie mes collègues d'avoir dépassé les clivages qui traversent notre Assemblée et ainsi d'avoir rendu possible un front commun pour la protection de l'océan. Cette résolution a des racines citoyennes. Elle doit beaucoup à la mobilisation et au travail de nombre d'ONG et de scientifiques qui nous ont alertés et accompagnés. Je veux leur dire, votre engagement est précieux parce que votre travail est vital. Sans vous, nous n'en serions pas là. Ensemble, nous refusons de voir notre plus grand puits carbone perturbé et endommagé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour préserver ce que le commandant Cousteau appelait jadis le monde du silence. Eh bien, ce monde du silence, nous lui prêtons nos voix, pour que soit entendu partout où il doit l'être un message simple, les fonds marins doivent être protégés. La question des fonds marins est un enjeu de civilisation. En effet, ce qui se joue dans la bataille que nous menons de concert, c'est au fond notre rapport au vivant. La question se pose ainsi. Voulons-nous continuer à détruire la vie ou sommes-nous collectivement capables de nous raisonner et de décider que tout ne relève pas de la course au profit? À cette question, notre résolution apporte une réponse claire. Les ressources présentes sous le plancher océanique ne sont pas un nouvel Eldorado à conquérir. Nous ne sommes pas naïfs et connaissons les intérêts économiques colossaux qui sont en jeu. Nous disons qu'ils ne peuvent peser davantage que notre survie.
l'adoption précipitée d'un code minier, ainsi que l'approbation de contrats d'exploitation, serait une grave menace pour l'océan. À ce jour, seuls 20% des grands fonds marins ont été cartographiés. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond de l'océan. Après Nicolas Thierry, c'est Sophie Panonacle qui a pris la parole, la députée de la 8e circonscription du département de la Gironde qui est intervenue, toujours concernant l'exploitation minière des fonds marins. Je remercie notre présidente avant tout, Yaël Braun-Pivet, qui a créé le principe de la niche transpartisane, et Nicolas Thierry, qui s'en est saisi en inscrivant cette proposition de résolution dans une démarche fédératrice. Et je joins à mes propos mon collègue Michael Seo, qui est devant moi et qui soutient cette proposition. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé. Et qui sait s'il ne finira pas par elle? Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Cet extrait de 20 milieux sous les mers de Jules Verne a plus de 150 ans. Il doit continuer à nous inspirer et à nous guider. Nous voilà embarqués ensemble pour la protection de l'océan. Voici la preuve de notre capacité à nous unir pour une belle cause. Et la protection des grands fonds marins est certainement une des grandes causes du siècle pour sauvegarder la planète bleue. En effet, l'océan recouvrant 71% des 510 millions de kilomètres carrés de la Terre est notre plus grand allié. Il fournit notre oxygène, notre nourriture, il abrite nombre d'espèces animales et végétales. L'océan est un formidable espace de vie, un réservoir de ressources biologiques, énergétiques et minérales. Et ce sont ces ressources minérales qui suscitent des convoitises. Aussi, cette proposition de résolution doit affirmer notre volonté, oui à l'exploration, non à l'exploitation. Nous ne devons pas rajouter une agression irréversible à celle déjà créée par des activités anthropiques comme les émissions de GES, la pollution par la prolifération des déchets plastiques ou la surexploitation de la ressource halieutique. À nous de ne pas reproduire en mer les erreurs commises sur Terre. À nous de consacrer une fois pour toutes l'océan, bien commun de l'humanité. La France, grande puissance maritime, s'engage dans la protection de l'océan. Et c'est avec enthousiasme que nous avions adopté à l'unanimité, le 25 novembre 2021, la proposition de résolution pour la conservation et l'utilisation durable de l'océan de nos collègues Maïna Sage et Jimmy Pahin. C'est avec détermination que le président de la République a réaffirmé son opposition à tout projet d'exploitation des grands fonds marins le 7 novembre dernier lors de la COP27. Il avait déjà eu l'occasion de le faire lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Lisbonne. Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, n'a pas manqué de déclarer récemment avec son homologue allemande son opposition à toute forme d'exploitation. Avec ces prises de position présidentielles et gouvernementales, appuyées aujourd'hui par la représentation nationale, la France s'inscrit dans la liste des pays et organisations déjà déclarées contre l'exploitation minière des fonds marins. Je partage avec le groupe Renaissance la volonté de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Nous sommes du bon côté de l'histoire en protégeant notre planète et notre humanité. Et l'heure est à la mobilisation, car le calendrier des grands projets d'exploitation se précise et une échéance est imminente. En effet, en juillet 2023, l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, se réunira dans le but d'adopter des règlements sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Par un vote unanime, notre message serait fort et sans équivoque. Nous ne voulons ni permis test, ni a fortiori d'exploitation minière. Notre ambition est de fixer un cadre juridique international afin de préserver les fonds marins. Toutefois, et ce n'est pas contradictoire, nous avons besoin d'améliorer nos connaissances grâce au travail d'exploration des grands fonds afin d'offrir de belles perspectives aux sciences océaniques. Seulement 1% de l'univers marin a été exploré. C'est pourquoi je soutiens
le programme prioritaire de recherche Océan et Climat piloté par le CNRS et l'IFREMER. C'est pourquoi je soutiens également le développement du jumeau numérique de l'océan. Le JNO permettra une surveillance continue et en temps réel de l'océan, de la côte aux mers profondes et de la surface au fond des océans, ainsi qu'une meilleure compréhension des systèmes profonds et de leur interaction avec les autres compartiments de l'océan. Aujourd'hui, portons une voix unie pour éviter une catastrophe environnementale irréversible. Cette proposition de résolution est une étape supplémentaire dans la bataille pour sauvegarder l'océan. Dernier député de la région Nouvelle-Aquitaine à être intervenu sur ce thème de l'exploitation minière des fonds marins, le député de la 2e circonscription de la Haute-Vienne, Stéphane Delautrette. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission développement durable, mes chers collègues, je souhaite avant toute chose remercier notre collègue Nicolas Thierry pour avoir su nous rassembler, députés de toutes les sensibilités politiques républicaines de cette Assemblée, pour protéger l'océan. En effet, les 10 grands fonds marins abritent des ressources minérales importantes. Encore méconnus, ils renferment aussi des trésors de biodiversité et on estime à 10 millions le nombre d'espèces à découvrir. Il joue par ailleurs un rôle essentiel dans la régulation climatique en agissant comme des puits de carbone. Seule une petite partie des fonds marins se situe dans les zones économiques exclusives et relèvent ainsi des juridictions nationales. Ainsi, la majeure partie des grands fonds marins est située dans les eaux internationales. C'est alors l'autorité internationale des fonds marins qui fait loi et qui délivre les contrats d'exploration et d'exploitation et en assure le contrôle. Or, ces eaux profondes regorgent de gisements de métaux rares, cuivre, nickel, manganèse, etc., ce qui attise les convoitises et fait déjà l'objet de spéculations. C'est donc bien là que se situe le cœur du sujet. Comment faire en sorte que la richesse de ces fonds marins, soumise à une exploitation déraisonnable de l'homme, ne prenne le pas sur la préservation de ces écosystèmes indispensables aux grands équilibres qui conditionnent notre vie sur Terre? Déjà, des compagnies internationales cherchent à obtenir les autorisations pour exploiter ces grands fonds. C'est ainsi qu'en juin 2021, l'entreprise minière canadienne The Metals Company a déclenché la procédure auprès de l'autorité internationale des fonds marins en vue de la délivrance des permis d'exploitation. De plus, le Conseil de l'AIFM a adopté un plan de travail accéléré pour adopter les règlements d'exploitation d'ici juillet 2023. En septembre dernier, un permis test a été délivré à The Metals Company, l'autorisant à extraire 3600 tonnes de métaux dans la zone Clarion-Clipperton, au cœur de l'océan Pacifique. Des doutes s'expriment quant à la transparence de l'AIFM. Face à ces menaces, une importante mobilisation s'organise pour protéger les fonds marins. La communauté scientifique met en garde contre le manque de données permettant d'appréhender les impacts écologiques de l'exploitation minière des fonds marins. Aussi, nombre d'ONG et de députés réclament, au travers de cette proposition de résolution, une position forte de la France pour imposer un moratoire sur l'exploitation des fonds marins à l'AIFM. À ce stade, plusieurs pays ont déjà requis plus de temps pour attendre les recommandations scientifiques avant de débuter toute exploitation. Le Césaire Polynésie s'est également positionné en faveur d'un moratoire sur le sujet. Et enfin, le 30 juin, au dernier jour de la conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne, le président de la République s'est prononcé contre l'exploitation des grands fonds marins. Je le cite: « Je veux être ici très clair, fidèle à ce que j'ai déjà dit, la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. » Cette PPR est donc l'occasion pour la représentation nationale de se positionner sur le sujet et de demander au président de respecter ses engagements. Avec le groupe socialiste et apparenté, nous voterons pour cette proposition de résolution et demandons d'ores et déjà au chef de l'État et au gouvernement de défendre dans toutes les instances internationales un moratoire sur l'exploitation des fonds marins tant que les données scientifiques ne permettent pas de lever les doutes sur le risque d'atteinte aux écosystèmes.
Il apparaît également indispensable de mettre un frein à l'adoption de toute réglementation pour l'exploitation minière des fonds marins par l'AIFM, ainsi que l'octroi de licences provisoires d'exploitation en vertu de la règle dite des 2 ans, tant que cette autorité n'apportera pas toutes les garanties de confiance et de transparence. La France devra en parallèle soutenir un processus de réforme de l'AIFM, veillant à ne pas favoriser les intérêts économiques aux dépens de la préservation des grands fonds marins. Enfin, mes chers collègues, cette proposition de résolution constitue également une invitation pour notre Assemblée à travailler sur une évolution du cadre réglementaire français. J'appelle de mes vœux la constitution d'un groupe de travail associant pleinement les représentants des départements et des collectivités d'outre-mer, ainsi que la communauté scientifique, pour interdire tout projet d'exploitation jusqu'à ce que le niveau d'expertise et de connaissance garantisse l'absence de nocivité de cette activité extractive sur les écosystèmes marins et sur leur biodiversité. C'est le principe de précaution et il doit prévaloir ici. Enfin, la traditionnelle séance de questions au gouvernement s'est conclue sur le thème de la liberté des médias, avec notamment l'intervention du député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Iñaki Etchaniz. Madame la ministre, Madame la présidente de la commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, 57 journalistes tués, 533 en détention, 65 otages et 49 portés disparus. Voilà le triste bilan des journalistes dans le monde en 2022. Des chiffres qui malheureusement battent de nouveaux records. Alors oui, chers collègues, il est primordial de défendre la liberté et l'indépendance des journalistes et le pluralisme des médias à une échelle qui dépasse les frontières, celle de l'Union européenne. Oui, à l'heure des infox, de la montée de l'extrême droite et du repli sur soi partout en Europe, il est impérieux que les citoyens européens puissent se forger des opinions éclairées et participer pleinement au débat démocratique avec un accès à une offre médiatique indépendante et pluraliste. Nous saluons donc l'initiative de la Commission européenne visant à établir un cadre commun pour les services des médias, tout en l'invitant à dépasser son approche purement marché intérieur pour défendre pleinement les valeurs démocratiques de l'Union européenne. Dans ce cadre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, nous vous remercions pour cette proposition de résolution qui vient soutenir cette initiative européenne nécessaire. Toutefois, alors que les enjeux sont cruciaux, nous regrettons le manque d'ambition de ce texte. Tout d'abord, sur la lutte contre la concentration des médias. Alors que le paysage médiatique est de plus en plus concentré, portant gravement atteinte au principe de pluralisme et d'indépendance des médias, cette proposition de résolution devrait insister sur la nécessité d'aller plus loin sur les règles anti-concentration de ces mêmes médias. À titre d'exemple, il serait pertinent de demander des seuils clairs. Pour rappel, avec nos collègues de la NUPES, nous défendions il y a quelques mois une proposition de la France insoumise fixant des seuils ambitieux pour empêcher de regrouper nos médias dans les mains d'un petit nombre d'hommes et de sociétés dont souvent l'activité principale est très éloignée du monde de l'information et de ses principes. Un autre manque concerne les fournisseurs des services des médias extérieurs à l'Union. En plein dossier de la propagande russe sur les satellites Eutelsat, à une époque caractérisée par des tensions et des conflits géopolitiques internationaux croissants, la question de la coopération transfrontalière dans le domaine des chaînes et des services médias sous l'influence ou le contrôle de pays tiers est cruciale et doit être traitée au niveau européen. Pour que ce dossier Eutelsat démontre que ces médias peuvent causer des graves dommages en termes de désinformation, de propagande d'État, d'incitation à la haine et à la violence et de déstabilisation des démocraties européennes, il est nécessaire de muscler l'acte européen afin que nos régulateurs aient tous les outils pour les sanctionner et les interdire. Ainsi, nous souhaiterions que votre texte insiste sur les améliorations, les clarifications et le renforcement à apporter à l'acte européen afin d'apporter des solutions efficaces aux problèmes rencontrés. Le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels a fait des recommandations en ce sens. Nous vous invitons à les suivre. Mais surtout, monsieur et madame les rapporteurs, un alinéa de votre proposition nous pose un sérieux problème. Encore une fois, celui sur le financement de l'audiovisuel public. Sa modification ne masquera pas l'intention initiale de cet alinéa. Laisser toute marge de manœuvre aux États pour décider du financement de leur audiovisuel public. Un alinéa qui fait écho à notre débat de cet été, où nous avions défendu l'indépendance de l'audiovisuel public contre la réforme précipitée du gouvernement qui ne respectait pas les grands principes de l'audiovisuel public. Nous en voyons aujourd'hui les résultats. Oui, il est essentiel, monsieur le rapporteur, d'avoir des garde-fous permettant d'assurer l'indépendance des médias publics.
Alors lorsque vous vouliez préciser que les garde-fous ne doivent pas empêcher les États de légiférer, c'est le sens même, justement, de ces garde-fous que vous remettiez en cause. Finalement, vous avez carrément supprimé le terme. Cet été, ce sont bien ces garde-fous qui ont justement fait reculer le gouvernement sur son choix de budgétiser le financement de l'audiovisuel public, malgré les alertes des acteurs de l'audiovisuel. Et alors qu'on apprend aujourd'hui, dans la presse, que le ministère de la Culture souhaite pérenniser sans certitude juridique une fraction de la TVA comme financement de l'audiovisuel public, l'impôt le plus injuste, que cette décision a été prise de manière unilatérale, au mépris des parlementaires en pleine mission sur ce sujet, nous sommes encore plus déterminés à défendre les garde-fous de notre audiovisuel public et de son indépendance. Pour ces raisons, et en l'état, nous nous abstiendrons sur cette proposition de résolution, mais laissons nos débats corriger ce manque d'ambition. Je vous remercie. C'était Iñaki Etchaniz, le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. N'Actu édition 100% politique, c'est désormais terminé. Une émission que vous pouvez revoir bien évidemment en replay sur notre page YouTube ou sur notre site internet na.media, comme toutes les autres émissions de la grille de NaTV évidemment. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation. Merci à Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NaTV.